Derrière chaque chose peut se cacher un petit peu de science. Derrière chaque objet se trouve un phénomène mathématique, physique, chimique, biologique, tout à la fois. Et si je vous disais que derrière cette pinte de Guinness, la plus célèbre des bières toutes, se cachait une avancée mathématique des plus significatives. Dans la vidéo Technicien la Blues au rapport, nous avions vu que les chercheurs faisaient des statistiques. C'était vraiment la base de la base, mais vous pouvez commencer par ça si vous voulez. Les données qu'ils obtiennent à l'issue de leurs expériences doivent être traitées. Et justement, ces calculs-là, ils sont rapportés dans les publications scientifiques. Et ça tombe quand même très bien, parce que les publications scientifiques, on a vu ça la dernière fois. Tout s'emboîte parfaitement, c'est dingue. C'est comme si j'y avais réfléchi, dis donc. Alors quand je vous parle de statistiques, je ne parle pas de statistiques au sens où vous l'entendez. Il y a de fortes chances que quand je vous dis le mot statistique, vous pensiez directement par exemple à la moyenne, parce que tout le monde sait ce qu'est une moyenne. Parce qu'il y a de fortes chances pour que vous soyez allé à l'école, et que vous ayez eu des notes, et qu'à la fin du trimestre, ou à la fin de l'année, on a pris toutes vos notes, on les a additionnées, et puis on a divisé par le nombre de notes qu'il y avait, et on obtient une moyenne, la vôtre en l'occurrence. Donc là vous avez une mauvaise moyenne. Alors on fait un tas de choses avec les moyennes, commencer par vous faire redoubler du coup, ou encore vous dire que la taille de votre pénis est trop petite par rapport au reste du pays. Mais tout ça, la moyenne c'est quand même pas suffisant pour répondre à toutes les questions des scientifiques. On travaille pas que sur le pénis, beaucoup, pas que. Parmi les questions qui sont amenées à se poser, et on va commencer doucement à rentrer dans le dur, c'est par exemple savoir si deux populations, de groupes d'objets ou d'organismes, sont différents, au regard des échantillons qu'on aura pris dans ces populations. Alors ne vous inquiétez pas, si d'habitude les chercheurs ils vont parler de taille de plante, taille de population et autres variables diverses et variées, nous on va prendre un exemple un peu plus simple. Imaginez donc que chaque chiffre que vous voyez à l'écran, c'est la taille en centimètres de chat, parce que les chats sur internet, ça fonctionne. Et si tu m'aidais un peu là, pour le compteur d'abonnés, s'il te plaît? Ouais. En revanche, vous remarquez qu'il y a un petit détail, il y a une ligne au milieu, c'est pour dire qu'il y a deux lots en fait. On va avoir donc d'un côté la taille en centimètres de chat mignon, et de l'autre on va dire que c'est la taille en centimètres de chat très mignon. Parce que j'ai pas eu le cœur de mettre d'un côté des chats mignons et des chats moches, en fait, tout simplement. Vous devez aussi déduire un détail qui est ultra important, c'est qu'il s'agit de deux échantillons. Il s'agit donc de quelques chats mignons et quelques chats très mignons, mais pas de toute la population du monde de chats mignons et de chats très mignons. Ce qui est logique, il doit y avoir plusieurs dizaines de millions de chats dans le monde, on peut pas avoir la taille de tous ces chats. Ce n'est pas possible, ce sont donc bien deux échantillons. Autre détail important, cet échantillon va nous permettre de tirer des conclusions sur la population entière. Donc cette notion d'échantillon, voilà, c'est pas n'importe quoi. Faut... Tu vois ? Évidemment, on se pose toujours une question avant de commencer à faire des expériences, etc. Là, on pourrait se dire que, on se demande simplement s'il y a une différence de taille entre mes deux populations, entre les chats mignons et les chats très mignons. Je sais pas, est-ce que les chats mignons sont plus grands que les chats très mignons, ou inversement, même si là, bien sûr, ça n'a absolument aucun intérêt. Pour répondre à la question, vous feriez quoi? Une moyenne, on va dire qu'on fait une moyenne, vous êtes d'accord? Donc ok, faisons ça, on fait une moyenne, donc voilà, nous avons nos moyennes ici, on remarque bien qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre, du coup, c'est bon, on a notre réponse. C'était un piège. Perdu. Ces chiffres-là que je vous ai montrés, et les moyennes du coup qui en découlent, si je vous dis que je les ai tirés au hasard à l'aide d'un programme, du coup, les différences qu'on observe, à quoi sont-elles dues? Au hasard! Parfaitement! Donc là évidemment c'est un petit peu biaisé, parce que c'est moi qui ai bidouillé avec un truc. Mais si on poursuit un petit peu le raisonnement, il faut garder à l'esprit que quand on fait une expérience, il y a toujours une chance pour que ce qu'on observe, finalement, ce soit dû uniquement au hasard. Parce que, notamment quand on observe la vie, c'est comme ça, il y a des variations, ça fait même partie des caractéristiques de la vie, donc du coup, les variations, ça crée des fluctuations qui peuvent uniquement être dues au hasard, tout simplement. Et il y a donc une possibilité, évidemment, pour que les différences que vous observiez soient dues au hasard et à un réel effet. Et c'est pour ça qu'on fait ces fameux calculs, les tests statistiques, c'est pour trancher sur cette question. Ces calculs vont donc nous permettre de savoir si ce que nous observons est simplement dû au hasard ou pas. Et donc c'est ça qu'on voit là-dedans dans les publications scientifiques, les fameux tests statistiques. Voilà.
la boucle est bouclée. Donc si je reprends mon exemple maintenant, en gros, ça signifie que est-ce que les différences de taille que je vois entre mes deux populations de chats, est-ce que c'est simplement dû au hasard, ou est-ce qu'il y a vraiment un réel effet qui conditionne cette différence de taille? Lorsque notre test statistique, après avoir fait le calcul, nous permet d'affirmer que les différences qu'on a observées eh bien, ne sont pas dues qu'au hasard, on dit qu'il y a significativité. Donc si je fais mon test statistique sur mes deux populations de chats avec les moyennes, et que effectivement à la fin, à l'issue de ce test, on conclut que le résultat est significatif, ça veut dire que les différences qu'on a observées, eh ben, elles n'étaient pas dues qu'au hasard, et qu'il y a donc un réel effet en jeu. Sauf que, attention, écoutez bien. Voilà, donc là vous vous dites, déjà c'est une blague nulle, et en plus elle est préméditée parce que je l'ai rajoutée au montage. Mais déjà dans le script, ça y était. Donc c'est encore pire. Voilà, mais Quand on fait un test statistique et que cette fois-là, le résultat est donc significatif, il y a toujours une chance pour qu'en vérité, ce soit une erreur. Effectivement, il y a toujours un risque d'erreur. Le fait qu'un résultat significatif, en vérité, ne l'était pas, et qu'un résultat qu'on ne pensait pas dû qu'au hasard, eh bien, était dû qu'au hasard. Maintenant, il faut vous imaginer un truc. À l'issue du test statistique, on obtient une donnée chiffrée. Cette donnée-là, ce chiffre, cette valeur, c'est justement la chance que ce soit dû qu'au hasard. Lorsqu'on fait un test statistique, on établit un seuil, le risque d'erreur, appelons-le comme ça. Quand le résultat du test est en dessous, c'est significatif. Au-dessus, ça ne l'est pas. Ce seuil, en vérité, il est parfaitement arbitraire. C'est le scientifique qui le place avant le test. Il représente la marge d'erreur que l'on tolère dans notre calcul. C'est un résumé un peu dégueulasse, dirait un statisticien, mais on va s'en satisfaire pour l'occasion. Cela signifie que le scientifique peut placer son seuil très haut pour être sûr que son résultat soit significatif. Mais forcément, grand seuil, grand risque d'erreur. Dans l'exemple ici, le résultat numéro 1 a beau être significatif puisqu'il est en dessous du seuil, il n'est pas terrible niveau fiabilité. Effectivement, ce grand seuil, eh bien ça signifie tout simplement bien qu'il y a quand même une forte chance pour que notre résultat, malgré sa significativité, ne soit dû qu'au hasard. Au contraire, on peut se montrer exigeant et le baisser considérablement ce seuil. Si je baisse mon seuil, je remarque d'ailleurs que mon résultat numéro 1, eh bien il n'est plus significatif. En revanche, le résultat numéro 2, lui, est significatif et en dessous d'un seuil qui est plutôt bas, ce qui signifie que, la marge d'erreur, elle est plutôt limitée. Effectivement, il y a une plus faible chance pour que ce résultat significatif ne soit en réalité dû qu'au hasard. En gros, ce seuil il représente simplement notre exigence, parce que le résultat du test, comme je l'ai dit avant, lui, il est ce qu'il est, mais le seuil, c'est nous qui le mettons. Et on peut prendre un exemple, on peut se dire que si je travaille sur des médicaments, j'ai envie qu'un résultat qui est significatif, il se retrouve en dessous d'un seuil qui est vraiment très bas, parce que je vais être plus exigeant, je vais être beaucoup plus sûr de ma significativité. Donc là, oui, vous venez de vous faire une petite idée de ce que sont les tests statistiques. Oui, c'est un peu plus costaud, et si vous avez réussi à comprendre ce que je racontais, bravo! Mais le risque zéro n'existe pas, et ça aussi, ça va vous aider à comprendre. Je prends juste l'exemple de ce résultat numéro 3, vous voyez que la valeur est vraiment très basse, en plus il est en dessous du seuil très bas que nous avons fixé, donc il est significatif, mais pour autant, vous voyez qu'il n'est pas égal à 0, c'est impossible. Il y aura toujours une petite chance pour que ce résultat significatif ne soit en vérité pas significatif. Du coup, dans l'ordre, on se pose une question, on fait une expérience, on fait un test statistique, on place le seuil, ensuite on a un résultat significatif ou non, et puis enfin, on va tirer des conclusions. Donc là, si je reprends l'exemple avec les chats, les conclusions ça pourrait être que j'ai vu donc une différence significative entre mes deux populations de chats, je remarque que les chats mignons par exemple sont plus grands que les chats qui sont juste mignons, on pourrait faire l'hypothèse que les chats très mignons, on a plus envie de leur donner à manger, donc ils sont plus grands, et... bon, c'est un exemple un peu... voilà, un peu naze, donc... bon, vous avez compris l'idée. Alors maintenant vous allez me dire, mais quel rapport avec la Guinness? Et bien pour ça, il va falloir remonter au début du XXe siècle. Donc il n'y a pas si longtemps, finalement. Ce monsieur s'appelle William Seeley Gossett. Il est un employé d'une brasserie alors en plein essor, la brasserie Guinness. William est un diplômé d'Oxford. Il aime bien manipuler les chiffres, essayer des choses, et il est plutôt doué. Et puis surtout, il est rigoureux. De la ferme où est produite l'orge, à la fermentation des levures, il va appliquer ses mathématiques.
Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il fait quelque chose qui s'approche de la démarche qualité, pour que le produit, à la fin, il soit qualitatif, et puis que d'une fois sur l'autre, ce soit toujours le même. Le truc, c'est que quand on fait des statistiques, on est confronté à un petit souci. Vous allez voir, on va prendre un petit exemple, c'est tout simple. Mettons que je veuille connaître la taille moyenne de tous les Français, par chauvinisme. Sauf que voilà, vous êtes bien gentil, mais vous êtes plus de 60 millions, et j'ai pas du tout envie de prendre la taille des 60 millions de Français. C'est trop long, et puis j'ai pas que ça à faire. Si je voulais mesurer la taille moyenne des Français, je prendrais un échantillon de Français, par exemple 100, évidemment, plus l'échantillon va être grand, mieux il va rendre compte de la véritable taille moyenne de tous les Français. Et inversement, s'il est tout petit, et que je mesure que 10 d'entre vous, il y a un risque d'erreur. La moyenne que je vais obtenir avec ce tout petit échantillon aura donc plus de chances de n'avoir pas grand chose à voir avec la véritable moyenne de tous les Français. En même temps, c'est logique, la taille, c'est un caractère qui varie, donc ça peut donner absolument n'importe quoi. Imaginez que parmi les 10 Français que j'ai choisis, c'est 10 Français qui sont très grands. En plus de ça, il faut que l'échantillon soit aussi représentatif. Il faut qu'il y ait un petit peu de tout, comme dans la vraie population, en l'occurrence des grands, des petits, des moyens. C'est un peu ce que font les instituts de sondage d'ailleurs, quand ils vous posent des questions, ils s'arrangent pour avoir tous les âges, toutes les régions, toutes les classes sociales même, pour que le petit échantillon représente au mieux la véritable population. Le truc, c'est que mathématiquement, c'est pas pareil de bosser avec des gros échantillons qu'avec des petits échantillons. Et le truc, c'est qu'à l'époque de William, si on savait le faire avec des gros échantillons, avec des petits, pas vraiment. Du coup, il y a un risque d'erreur, vu qu'on n'a pas le bon calcul. Et ça l'ennuie, William. Parce que lui, il aimerait bien pouvoir travailler correctement avec des petits échantillons. Puis c'est un peu son job avec ses grains d'orge et sa bière. Il aimerait, par exemple, je sais pas moi, comparer deux variétés d'orge différentes pour vérifier si elles donnent le même nombre de grains d'orge. Et vous vous doutez bien qu'il va pas compter le nombre de grains d'orge qu'il y a dans chaque champ d'orge. Ça n'a pas de sens. Avec son bagage mathématique, il publie en 1908 The Probable Error of a Mean, la probable erreur d'une moyenne. Ce papier va beaucoup impacter les statistiques, y compris pour les petits biologistes comme moi qui pigent rien aux maths. Nul besoin de vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de ce papier, c'est pas utile pour la vidéo, et puis on va pas se mentir, j'y pige rien. Retenez simplement qu'il contient de quoi faire naître plus tard un test statistique, notamment grâce à l'intervention d'un pote de William, qui s'appelle Ronald Fisher. Alors, sachant que Ronald Fisher, on va pas du tout en reparler dans la vidéo, c'est uniquement pour ceux qui ont déjà fait des statistiques et qui se disent « Ah, ce Fisher ?» Donc oui, ce Fisher-là. Ce test permet donc de comparer deux moyennes. C'est un peu comme nous l'avons fait avec les deux moyennes de nos deux populations de chats. Le but, nous l'avons répété tout au long de cette vidéo, c'est donc de savoir si les différences qu'on observe sont dues au hasard ou pas. Ce très célèbre test, qui fait partie des premiers que l'on apprend quand on fait des statistiques, c'est le très fameux test T de Student. Student, ouais, pas Gossette. Il se raconte que l'entreprise Guinness n'avait pas spécialement envie que William publie les secrets de fabrication de la brasserie. Il s'agit des études qualité de l'entreprise, tout de même, faudrait pas que ça profite aux concurrents. Et puis, quelque temps avant, un employé de la brasserie a visiblement déconné et publié des trucs qu'il aurait pas dû. Guinness avait même, selon certaines sources, carrément interdit à ses employés de publier des trucs. Donc soit le mec avant avait vraiment déconné grave, soit ils étaient juste très méchants. En tout cas, William, d'une manière ou d'une autre, a réussi à les convaincre. William emprunta donc un pseudonyme, Student, afin de pouvoir publier en toute discrétion, avec quand même l'accord de Guinness, visiblement. Qu'il s'agisse en partie de légende ou pas, ce pseudonyme eut bien sûr pour effet, et pendant assez longtemps, de le cantonner à un anonymat quasi complet. Malgré tout ce que cela allait apporter aux scientifiques d'aujourd'hui. Alors bien sûr, des tests statistiques, aujourd'hui il en existe des centaines et des centaines, qui ne comparent pas forcément d'ailleurs des moyennes, mais d'autres variables. Le job du chercheur, c'est aussi de trouver le test statistique qui correspond le mieux à son expérience. Si son expérience comptait beaucoup d'échantillons, pas beaucoup, la taille de ces échantillons, etc., etc. Mais ça, évidemment, c'est une autre histoire. C'est donc là-dessus que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et que vous penserez au petit pouce bleu, ainsi qu'au partage sur les réseaux sociaux ou auprès de vos amis. Et pensez aussi qu'il y a un Utip où vous pouvez donner un petit euro ou juste faire un visionnage de pub, ça aussi ça permet de faire vivre la chaîne, et j'en profiterai donc pour traquer à votre santé. Du coup, à bientôt pour un prochain épisode de l'envers de la blouse. Salut!